combien de mères au foyer, combien de chômeurs, ainsi de suite, qu'on puisse savoir exactement qui sont-ils. Comme ça, le pays peut bien les aider. Vous savez, je viens de signer un document ici où, c'est pas, il y a greffe d'un tribunal international qui a besoin des candidats, qui a besoin des Congolais. Vous voyez, si je savais exactement combien ont fait le droit dans tel ou tel pays, c'est plus facile pour moi de dire, voilà, selon le fichier, ah oui, nous avons, on peut avoir des candidats, des Congolais qui ont été formés au Qatar, hein, des Congolais qui ont été formés en Namibie, par exemple, ou en Mauritanie. Voilà, c'est ça qui va servir. Ça va servir à ce que les Congolais, on puisse savoir les identifier. Donc, cette carte consulaire. Et la carte de voyage, donc. Bon, attendez, la carte consulaire pour ceux qui sont restés, qui ont le passeport congolais. Donc, pour avoir ça, si vous habitez Paris, vous allez à l'ambassade, vous montrez votre passeport congolais, vous montrez votre carte de séjour en France, carte de séjour qui détermine que vous êtes congolais. Bon, voilà. Votre carte de séjour, vous êtes en règle, voilà. Ça, c'est. On ira step by step. D'accord. Carte dans le passeport, la carte de séjour, et puis on vous octroie la carte consulaire. Pour les autres, ceux qui ont acquis d'autres nationalités, mais nous sommes dans la démarche à ce qu'ils puissent recouvrir leur ADN qui ne trompe pas, je reviens toujours là-dessus, ceux-là, on va dans un premier temps leur donner ce que j'appelle la carte de voyage. On ne peut pas dire carte consulaire, je l'appelle la carte de voyage. Pourquoi carte de voyage? Ils viennent là, nous sommes fin juin. Si vous allez maintenant dans les agences de voyage, presque tous les vols à destination de Kinshasa sont full. Et la plupart de ceux qui reviennent, je reçois des appels, font des demandes de visa. Et ils ont des complications. C'est anormal. C'est anormal pour des gens qui veulent rentrer, revenir voir leurs parents, leur village d'origine, leur localité d'origine, qu'on puisse leur compliquer la vie. Alors, à travers la carte de voyage, c'est quoi l'innovation? C'est que on va faire en sorte, avec la Direction générale de l'immigration et le ministère de l'Intérieur, une fois qu'il s'est identifié, on saura que... Parce que quelqu'un qui a acquis la nationalité américaine, quand on va demander aux autorités américaines, cette personne qui a le passeport américain, quand il est venu demander la nationalité américaine, il était venu avec quel document? On saura qu'il était venu avec un passeport congolais. Donc, c'est-à-dire, on saura ça se fera avec la coopération avec nos partenaires. On saura qu'il avait un passeport congolais. Donc, c'est-à-dire, c'est un Congolais d'origine. Bon, alors, une fois identifié, ce que nous allons faire, c'est quoi? On lui donne cette carte de voyage. Une carte de voyage qui va servir de visa. Bon, c'est payant, hein, c'est pas gratuit. Vous savez, le visa pour venir au Congo, quand on est dans l'espace Schengen, ça coûte 85 € un mois. 6 mois, ça coûte, je crois, dans les 300 et quelques euros. Moi, je l'ai payé plus cher, le mien. Ah, voilà. Du moins, ça a fait rentrer un peu d'argent dans nos caisses. Ça me fait plaisir. Voilà. Je suis content pour le Trésor public et mon collègue de finances doit être content que vous ayez payé votre visa. Ça fait quelques ressources pour le pays. Donc, alors, on va faire un forfait, que nous allons voir avec le collègue de l'Intérieur à travers la DGM et aussi des finances parce que l'État a besoin d'argent. Alors, je ne sais pas si on peut se lever. Regardez. Un Congolais qui habite ici. On peut? Oui, on peut? Oui. Voilà. Un Congolais qui habite ici, à Los Angeles, qui est à presque 8000 km de Washington, où se trouve la capitale, des États-Unis, mais où il y a notre ambassade. Il n'y a pas de consulat congolais à Los Angeles. Alors, vous imaginez, il doit faire 8000 km pour prendre un visa. On l'appelle pour dire, voilà, vous avez un problème de famille, votre parent est en train de mourir, par exemple, et il demande à vous voir avant. La nouvelle arrive le samedi matin. L'ambassade est fermée. Il prend l'avion le dimanche pour passer la nuit à Washington et arriver à l'ambassade le lendemain matin. 8000 km, ça lui coûte déjà beaucoup d'argent. Il arrive à l'ambassade, il va le lundi se présenter, on lui dit non, aujourd'hui on ne reçoit pas les passeports américains. Vous imaginez le drame pour cette personne? Alors, si au moins il a déjà sa carte de voyage, il est citoyen américain, mais d'origine congolaise. S'il a cette carte de voyage, ça va lui permettre, s'il reçoit ce genre de nouvelles, de prendre son avion directement de Los Angeles pour Kinshasa. Donc, une tracasserie en moins. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous sommes en train de mettre
à travers ce que j'appelle la carte de voyage. Donc c'est ça. Donc c'est ça la vraie facilitation des démarches administratives. Donc voilà, madame, si je peux vous parler, c'est un peu ça, c'est un exemple que j'ai voulu donner, d'une distance. À Paris, en France, vous voyez, quelqu'un qui quitte Marseille, qui est à 950 km de Paris, qui doit remonter sur Paris pour essayer de trouver un visa. Gros détour. Gros détour, et souvent aussi, quand il a ce genre de difficulté, il commence à maudire le pays, à maudire ses dirigeants. Donc, et d'où aussi ce qu'on appelle le phénomène combattant. Certains se disent, bon voilà, le pays nous néglige, le pays ne s'occupe pas de nous, voilà, nous allons manifester différemment. Donc, je lance aussi un appel à tous mes compatriotes qui sont ici, dans l'essence de pouvoir, d'accéder, d'accompagner plutôt cette démarche que je suis en train de mener, afin de pacifier les relations entre les dirigeants et les dirigés. Alors quand est-ce que ces cartes-là, donc la carte consulaire ou la carte de voyage, seront disponibles? C'est déjà en débat? Oui, nous sommes déjà dans l'état, parce que ça coûte cher, hein. C'est le trésor public, il faut trouver de l'argent, et c'est ça coûte extrêmement cher. Mais nous sommes déjà très bien avancés, je pense que d'ici 1 à 2 mois, nous pourrons déjà avoir les premières cartes. D'ici 1 à 2 mois, alors parfait. Alors on va parler un petit peu économie maintenant. En tant que ministre des Congolais de l'étranger, quelles mesures avez-vous prises ou comptez-vous prendre pour aider l'insertion sociale et économique des Congolais établis en dehors du territoire du Congo? Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse le plus et sur le j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup réfléchi avec mes collaborateurs. J'ai beaucoup réfléchi avec les différentes associations de Congolais vivant à l'étranger. Selon les statistiques, je vous ai dit tout à l'heure, les Congolais envoient 10 milliards à peu près par an dans leur pays. En Afrique, ce sont les Nigérians qui sont en tête. Ils envoient 24 milliards de dollars dans leur pays. Suivis de Sénégalais qui sont dans le 21 milliards. Et en troisième position, les Ghanéens. Ça m'a surpris. Et puis il y a les Maliens, les Mauritaniens, les Marocains, ainsi de suite. Nous, on doit être, je pense, en 9e position, on est très bien placé quand même. Mais j'ai été au Maroc, j'ai été au Sénégal, j'ai vu ce que les Marocains de l'étranger, ce que les Sénégalais de l'étranger font pour leur pays. Nous qui envoyons autant d'argent, 10 milliards c'est beaucoup, mais chez nous, tout va dans la consommation. Quand vous envoyez 100 € ou 200 € à un parent, quand il reçoit ça, bon, il se lance dans la consommation, il paye les frais de scolarité pour ses enfants, il s'achète à manger, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le pays gagne quoi? Ces banques, ces maisons de change, enfin de transfert, rapportent combien au pays? Celles qui sont basées à Paris, à Châteaurouge, là, ou à Bruxelles, à Matogué, combien le Trésor public reçoit? Alors, nous sommes en train de voir. Je vous laisse me répondre là-dessus. Voilà, nous sommes en train de voir, à l'instar de nos amis marocains, sénégalais et autres, le taux de transfert est tellement élevé, tellement élevé. Nous sommes en train de voir comment on peut faire pour que une partie dans le taux de transfert revienne au Congo. Parce que c'est excessif. Et ça, on doit capter ça, et ça va permettre à ce qu'on puisse créer un fonds de promotion des investissements des Congolais de l'étranger, mais un fonds de promotion et d'aide aussi aux Congolais de l'étranger. C'est leur propre argent, mais ce n'est pas à l'État de gérer. Ils vont créer, parce qu'ils ont différentes associations, il y a des économistes et des financiers parmi eux, ils vont se choisir un conseil d'administration où l'État aura un œil quand même, mais ça sera géré par eux à travers ce conseil d'administration pour essayer de voir comment. Parce que demain, cet argent peut servir à ce qu'on crée une banque d'habitat. Une banque d'habitat, pour que demain on puisse voir cette banque d'habitat peut créer des cités de Congolais de l'étranger. On ne lance pas de souscription, que les Congolais donnent d'abord l'argent. Non, non. On peut faire comme à l'époque, où on avait le fonds indigène,
qui a construit beaucoup de cités, et après les gens ont souscrit. J'ai vu l'exemple au Rwanda. J'ai lu un exemple au Rwanda, c'est comme ça. C'est-à-dire, si on construit des belles cités, et on lance maintenant un appel aux Congolais qui veulent accéder à la propriété, de venir, à condition d'être vraiment un Congolais de l'étranger, avoir la carte consulaire, une des conditions, voilà, l'importance de la carte consulaire, avoir la carte consulaire ou la carte de voyage, et venir, voilà, moi je vais acheter cette maison qui a été déjà construite. On ne demande pas aux Congolais de nous donner l'argent pour qu'on construise. Non, non. On va essayer, si ça marche, je verrai ça avec les spécialistes, pour que ça soit le contraire. Voilà. Nous allons aussi créer un fonds d'aide aux Congolais de l'étranger. Parce que un certain nombre de nos compatriotes qui vivent à l'étranger vivent dans des conditions difficiles, financièrement, matériellement, et ainsi de suite. Et nous voyons parfois des spectacles désolants. Je parle d'exemple de Paris, une ville que je connais bien. Quand vous allez à Paris, dans le quartier Barbès, Château-Rouge, vous voyez les boutiques qui sont là, où on vend des produits congolais. Mais ces boutiques appartiennent à des Indo-Pakistanais, appartiennent à des Chinois. Alors, à travers ce fonds d'aide, pourquoi ne pas aider nos compatriotes, nos sœurs, qui vendent des produits à la sauvette et qui, quand la police arrive, sont obligés de fuir. Et quand ils se font attraper, on leur arrache leurs produits, on leur colle des amendes, c'est humiliant pour le pays. Alors pourquoi, à travers ce fonds d'aide, aider nos compatriotes à créer des coopératives qui leur permettront d'avoir 3, 4, 5 boutiques, ils vont s'organiser, où ils vont payer l'assurance, ils vont payer le loyer, afin qu'elles-mêmes, elles puissent avoir des boutiques afin de vendre des produits chers à nos palais. Voilà, c'est un peu ça, si je peux parler d'une façon générale. C'est déjà en place, cette aide sociale? Pas encore. C'est ce que je dis, nous comptons mettre en place. D'accord. Il fallait le temps que nous avons mis jusque-là, d'étudier, de voir les spécialistes, pour aussi voir la faisabilité de tout ce que je suis en train de mettre. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais j'ai des idées. Une fois que j'ai des idées, je vais voir les spécialistes pour dire, voilà, il y a là ce que nous voulons porter, est-ce que c'est faisable? Mais jusque-là, ils nous ont dit, oui, c'est faisable. On doit essayer un peu d'affiner pour essayer de voir comment y aller. Donc voilà un peu d'une façon générale ce que nous comptons faire pour aider nos compatriotes qui sont souvent dans des conditions un peu limite sur le plan financier. Comment est-ce que nous pouvons les aider à travers leur propre argent, à travers l'argent des plus nantis. Voilà, c'est ce qu'on appelle la solidarité nationale. Et nous allons mettre ça en pratique. D'accord. Et en termes d'échéance, quand est-ce que vous pensez que ça pourra commencer à se mettre en place? Ça va être un peu long, parce qu'il s'agit de l'argent. Il faut que ça soit bien affiné. Plusieurs mois, plusieurs années? Non, pas années. D'ici la fin de l'année, si Dieu nous prête vie. D'accord. L'autre problème économique que je voulais aborder concerne les taxes douanières qui sont relativement élevées ici, qui pénalisent beaucoup l'import-export et donc les Congolais de l'étranger. Est-ce que vous allez trouver une solution à ce problème? Madame, tous les Congolais sont égaux. Ceux de l'étranger comme ceux de l'intérieur. Quand un conteneur arrive au port de Matadi ou de Goma, il n'est pas écrit dessus Congolais de l'étranger. C'est un conteneur. Les taxes sont les mêmes pour tous. Le pays a souffert pendant longtemps, à cause des guerres, d'une baisse de production agricole, minière. Et ce qui fait que, comme un pays doit vivre, on s'est un peu rabattu sur les produits importés taxés pour que le pays puisse avoir un peu de recettes. Mais maintenant que la croissance bientôt à 2 chiffres, et ça continue d'évoluer, l'inflation est maîtrisée, voilà. Maintenant, nous sommes en train de voir à travers les actions que le gouvernement mène, les bateaux qui commencent à remonter le fleuve Congo, à descendre le fleuve Congo, les trains qui commencent à un peu plus naviguer, les aéroports qui commencent à devenir modernes, c'est-à-dire les produits pourront mieux circuler, toute la production agricole à l'intérieur du pays, une fois que les bateaux les acheminons vers Kinshasa et ensuite les trains les amenons vers Matadi et Boma, voilà, ça créera une baisse